Bonjour, aujourd'hui donc pour cette suite du guidage de lecture sur cette parle, on va donc terminer le premier chapitre et puis entamer le second. Dans cette fin de premier chapitre, Seth avait notamment défini la différence entre la personnalité, c'est-à-dire la personne que nous pensons être, telle que nous voyons physiquement, et puis notre entité, qui est l'identité plus globale auquel nous n'avons pas un accès direct, en tout cas pas spontané. Il avait également expliqué le lien qu'il a avec Robert. La fin de ce premier chapitre parlait beaucoup de ce lien-là, notamment que Robert utilise sa connaissance verbale pour placer des mots que Seth ne connaît pas forcément. Lui, il envoie des concepts. Il avait d'ailleurs précisé que toute connaissance porte le sceau de la personnalité qui la détient ou la transmet. Donc il n'y a pas de réalité objective. Toute connaissance est forcément liée à la personne qui la détient. Et il expliquait donc le lien particulier avec Robert en expliquant en tout cas qu'ils n'étaient pas l'un l'autre une partie du subconscient. Soit Seth était une partie du subconscient de Robert, ce n'était pas le cas puisqu'il était vraiment indépendant dans sa manière de s'exprimer euh, et en tant qu'auteur, en fait, il est vraiment indépendant en tant qu'auteur, et il expliquait qu'il n'était pas non plus une personnalité secondaire qui cherchait à prendre possession, entre guillemets, de l'ego de Robert. Donc comme je rappelle, là ça fait comme 7 ans qu'ils fonctionnent ensemble. On voit qu'en tout cas ils trouvent un fonctionnement à peu près équilibré. Donc nous sommes à la page 44, fin du premier chapitre. Et j'enchaîne donc avec le texte de Seth qui explique à la suite que, donc il parle de Robert, toujours, sa personnalité possède une disposition assez exceptionnelle qui rend nos communications possibles. On en avait déjà parlé avant, Jen aussi avait essayé d'expliquer donc ce lien particulier et la spécificité qu'elle avait. Donc là, Seth revient sur cette particularité. Donc voilà, dit donc une disposition assez particulière qui se passe au niveau de sa psychisme, de son fonctionnement psychique. Et la fin du paragraphe, il va détailler. Donc c'est une seule grande phrase. Je vais prendre le temps de la lire complètement et après de la commenter. Seth dit: je vais essayer de le dire aussi simplement que possible, de point. Il existe dans sa psyché quelque chose qui équivaut à une distorsion dimensionnelle transparente, qui peut être utilisée comme une fenêtre ouverte pour percevoir d'autres réalités. Un petit tiret dans la phrase, une ouverture multidimensionnelle qui a, jusqu'à un certain point, échappé au rideau épais résultant de la focalisation sur le monde physique. Seth vient donc d'expliquer, comme il dit, aussi simplement que possible. Bon. Là, il parle de quelque chose qui est quand même assez rare, donc on ne le rencontre pas tous les jours, je dirais, dans notre vie quotidienne. Donc, il explique que, au niveau du fonctionnement psychique de Jen, son fonctionnement mental, elle a donc voilà, il utilise le terme de distorsion dimensionnelle transparente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement obnubilée, je vais le dire à nouveau avec mes mots à moi, parce qu'elle est en train de vivre en tant que personnalité, et elle arrive donc à créer cette distorsion, donc ce petit dérapage, ce pas de côté, ce changement de focalisation au niveau des dimensions avec lesquelles elle peut échanger. Donc, je rappelle qu'en général, nous, on est plutôt dans la dimension, enfin dans une dimension en tout cas qui est d'ordre physique.
que nos cinq sens nous confortent dans cette dimension physique, puisque ils correspondent à notre zone de confort, hein, entre guillemets, et que là, donc, elle a ce petit décalage. Il dit le mot de transparent, donc voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui laisse passer, qui laisse circuler, qui n'est pas a priori habituel. Hein. S'il est obligé de préciser ce mot de transparent, c'est que habituellement, on est complètement bloqué, fermé, limité dans nos perceptions 3D de la réalité physique, et qu'on reste dans notre dimension. Donc là, c'est bien qu'il y a quelque chose qu'elle arrive à échanger avec d'autres dimensions. Hein. Il utilise le terme de fenêtre ouverte pour percevoir d'autres réalités. Donc c'est vraiment cette notion, pour moi une fenêtre, ça marche dans les deux sens. Alors en général, c'est plutôt ce qui est à l'intérieur pour percevoir ce qui est à l'extérieur. Mais malgré tout, il y a un échange. Hein. C'est-à-dire le soleil peut rentrer par une fenêtre. Des insectes, des oiseaux peuvent rentrer. Il y a bien un échange avec le milieu extérieur. Ou là, dans ce cas-là, avec des réalités, des dimensions qui ne sont pas habituellement accessibles. Il utilise donc aussi ce terme après de ouverture multidimensionnelle. Donc vraiment le fait de ne pas rester enfermé, bloqué sur les perceptions simplement. Et donc, il y a des informations qui vont pouvoir circuler. Jane a cette capacité, d'après ce que je comprends de l'explication de Seth, de pouvoir échanger, et donc notamment recevoir et émettre des informations qui viennent d'autres réalités, des dimensions même autres que physiques. Alors il dit aussi, voilà, jusqu'à un certain point, il y a une ouverture jusqu'à un certain point. Et puis, donc, on voit que c'est pas complet, elle n'est pas plongée complètement, elle ne peut pas se connecter en permanence avec d'autres réalités. Jen, dans sa vie de tous les jours, elle a une expérience de vie tout à fait normale. Hein. Elle a un travail, elle n'est pas en permanence connectée. Ça me semble aussi important de comprendre ce phénomène-là, c'est-à-dire que elle perçoit quand Seth essaie de rentrer en contact avec elle. Dans les early sessions, plusieurs fois, même si elle est au travail, tout d'un coup, elle reçoit des informations. Alors plutôt, hein, comme j'avais déjà dit, plutôt sous la forme d'intentions, de concepts, des images, des sons, des idées. Mais c'est très proche, finalement, quand on écoute nos intuitions, de ce qu'on peut recevoir. On peut très bien être en train de marcher dans la rue, puis d'un coup, il y a quelque chose qui nous semble très concret, qui s'impose à nous, une idée, en disant, ah mais oui, tiens, je devrais appeler telle personne. Alors c'est peut-être parce qu'elle est en train de penser à nous, cette personne-là, en même temps. Moi, en tout cas, ça m'arrive assez souvent, je ne sais pas vous. Effectivement, je suis en train de faire complètement autre chose, d'un coup, je pense à quelqu'un, et 2 minutes après, le téléphone sonne, c'est la personne qui m'appelle. Ou j'appelle quelqu'un, et il m'a dit, ah bah, je pensais à toi. Hein, ça arrive, ça, quand même. Je pense pas être le seul à qui ça arrive. Donc, on parle de ça, on parle de ces échanges. Alors, j'utilise le mot de intuition. Il y a des informations qui circulent au-delà de ce qu'on voit et ce qu'on peut percevoir avec nos 5 sens, ce qui sont à la portée, en tout cas, de nos 5 sens. Vous voyez bien qu'on a accès à des informations qui vont plus loin. C'est pas que du hasard. Hein, sinon, c'est vraiment du hasard. Il faudrait calculer les probabilités, là, ce dont je parle, mais c'est quand même assez étonnant. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois avec des personnes que j'avais pas eu par téléphone, en échange ou vu en direct depuis plusieurs mois. Et vraiment, tout d'un coup, je pense à elles, et dans les 5 minutes qui suivent, soit on envoie un mail, un message, on s'appelle l'un ou l'autre. Voilà,
c'est pour moi une illustration de ce que ça peut être, ces échanges avec d'autres facettes de dimensions qui ne sont pas directement palpables. 7 utilise ici la notion de rideau épais dans nos perceptions. Il dit que Jen a une ouverture particulière qui a échappé à ce rideau épais qui vient finalement, là il le dit clairement aussi dans la fin de sa phrase, du fait que nous soyons focalisés uniquement sur ce qu'on pense être la réalité, focalisés sur le monde physique. On est persuadé que c'est la seule chose qui existe, donc on porte toute notre attention là-dessus. Je reprends l'image ça peut être comme une lampe torche dans la nuit. On est au milieu de la forêt, mais on va éclairer juste un endroit et on oublie complètement ce qu'il y a autour parce que la lampe ne l'éclaire pas, donc on ne le perçoit pas. C'est vraiment cette image-là. Et le fait de se défocaliser permet, eh bien, justement, de recevoir sous forme plus ou moins subtile. C'est peut-être ce que Seth explique en disant le mot en partie, voilà, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on est tous en capacité, plus ou moins, pour le dire simplement, de se connecter avec des informations qui viennent de notre moi interne, pour résumer, en tout cas de notre entité plus large ou d'autres pans de réalité. On est tous capables de le faire. On le fait dans une certaine proportion, on est plus ou moins à l'écoute. Des fois, il y a le mental, le cerveau, qui va tout de suite verrouiller. Bah, non, voilà, il y a cette idée-là, bon, c'est qu'une idée, mais c'est moi qui réfléchis trop, ou c'est pas le moment, ou bon. On a vite le mental qui veut reprendre le contrôle. Ça peut être l'ego aussi, qui sont un peu perturbés en disant, oh là, il y a des informations qui remontent, qu'est-ce qu'on va en faire de ces informations-là? Donc tout dépend, et ça on l'avait déjà vu aussi dans les dernières séances, de la manière dont on fonctionne avec notre ego, de la manière dont on accepte ces informations-là. Et plus on lui montre à notre ego que c'est pas dangereux, au contraire que c'est ce qu'on recherche, qu'on s'écoute, qu'on est dans cette recherche de spontanéité, et bien plus il va laisser remonter les informations. C'est vraiment quelque chose de graduel. Je rappelle, il faut pas imaginer que c'est tout d'un coup, on va dire, bon, bah, voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais écouter mes intuitions, et que tout d'un coup, ça va venir d'un coup. Alors, peut-être chez certaines personnes, moi j'en connais pas, j'ai plutôt de l'expérience que j'en ai avec les échanges que j'ai avec les différentes personnes avec qui j'en discute. C'est plutôt quelque chose de graduel qui va petit à petit prendre un peu plus de place, et plus on y porte attention à nos rêves, à ses intuitions, plus on leur donne de la place et plus elles sont présentes. Donc Seth, dans ce paragraphe-là, explique quand même, visiblement, si je ne déforme pas son message, que Jen a au départ des capacités particulières. Je redis ces mots, une disposition assez exceptionnelle. En tout cas, entre lui et elle. Là, il parle de ces échanges. Il avait expliqué j'en ai parlé dans la séance dernière, qu'il existait une sorte de dimension relais, une zone de réalité, un pan de réalité, où ils échangeaient. Donc Jen émettait sa conscience jusqu'à cette zone-là. Seth pouvait également atteindre cette zone-là au niveau des concepts qu'il envoyait. Et c'est dans cette zone interface, entre guillemets, qu'il se mettait d'accord pour que Jen formule des mots, des phrases, pour pouvoir parler pour Seth, pour pouvoir expliquer les concepts de Seth. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Effectivement, ce n'est peut-être pas donné à tout le monde, en tout cas d'avoir accès comme ça directement avec
une personnalité qui serait en dehors de notre réalité physique. Ou en tout cas, peut-être avec une ou avec certaines entités très particulières. C'est que là, moi, ce que je comprends aussi, c'est que Jen et Seth ont un lien particulier. Et peut-être que Jen ne pourrait pas faire la même chose avec d'autres entités. C'est ce lien particulier, à mon avis, sur lequel Seth insiste. Il dit bien que cette disposition particulière rend nos communications possibles. Il ne dit pas rend toutes les communications possibles. Même si Jen a eu des échanges avec d'autres personnalités, donc même la première personnalité était une personnalité qui appartient à Seth, le premier contact qu'ils ont eu. Mais après, ils ont eu contact avec d'autres entités, et je crois, même personnalités, pardon, et je crois qu'elles ne connaissaient pas Seth, il me semble. Il y en a plusieurs qui connaissaient, mais donc, on voit quand même que il y a une certaine sélection, c'est une certaine limite, en tout cas, au niveau des échanges. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, en tout cas, de ce paragraphe-là. De manière générale, Seth va reprendre le paragraphe suivant en expliquant que, en général, les sens physiques vous empêchent de voir ces canaux ouverts, car ils ne perçoivent que la réalité qui est à leur image. Vraiment cette confirmation que les sens physiques limitent nos perceptions de la réalité autour de nous. Donc oui, tant mieux, on les a, on est en capacité d'interagir dans les deux sens avec le monde physique. Simplement, comme il existe d'autres réalités, Seth nous invite à se connecter à d'autres sens. Il parle notamment des sens internes qui permettent justement petit à petit de percevoir des choses un petit peu bizarres. Il en parle quand il dit, il fait un exercice à un moment donné, on en parlera quand on y sera un peu plus tard dans quelques chapitres. Il dit au début, ça peut vous paraître étonnant les informations que vous allez recevoir et peut-être vous ne comprendrez pas. Essayez d'imaginer que c'est comme une personne aveugle qui va recouvrir la vue et qui tout d'un coup, elle gagne un nouveau sens, mais elle sait pas vraiment ce que c'est au départ. Donc c'est une sorte de confusion qui peut s'installer. Donc les sens physiques, là ce qu'il dit à cet endroit-là, c'est que ils ont des capacités, ils nous permettent de voir le monde, mais ils limitent. Ils nous empêchent de voir autre chose, et notamment, ils nous interdisent, en général, toujours ce mot en général, d'avoir accès à ces canaux ouverts, à ces informations dont il vient de parler, ce qui se passe entre Jen et lui. Les sens internes se limitent à ce qui leur ressemble, à ce qui leur semble pour eux-mêmes convenir dans ce que notre ego est en train de vivre. Ils ne cherchent pas à perturber notre ego, ils cherchent à maintenir une certaine sécurité. Et Seth va continuer à expliquer donc un peu plus précisément en disant « Je pénètre donc en quelque sorte dans votre réalité par le biais d'une distorsion psychologique de votre espace et de votre temps. » Il y a donc cette distorsion, ce décalage, cette adaptation particulière de l'espace et du temps, tel que nous on peut le vivre. Il arrive à profiter de cette petite anomalie. Là, pour moi, c'est exactement, alors c'est un film dont je parle souvent, mais il est quand même, à mon avis, riche en concepts, justement, c'est une Matrix. C'est la scène où, justement, au moment où les programmes informatiques sont en train de reformater la Matrix pour attraper, ils vont enfermer Neo et toute la bande qui l'accompagne pour le faire prisonnier.
Et donc, ils sont en train de modifier la matrix, et à ce moment-là, il y a un chat noir, il y a un petit bug, il a un doublon, il fait 2 fois la même chose, et Neo dit, ah tiens, je crois que j'ai déjà vu ça, une phrase dans ce genre-là. Et tout de suite, les autres sont alarmés en disant, ah, qu'est-ce que c'est? Donc, oh, bah, non, c'est rien, j'ai vu 2 fois le même chat noir faire le même bruit, le même geste. Et du coup, eux, ils ont compris que c'était une anomalie dans la matrix. Et ça arrive quand on est en train de reformater la matrice, on est en train de la modifier, en tout cas dans le périmètre autour de là où on est. Donc moi, c'est un peu cette image-là de se dire que la réalité physique qu'on voit autour de nous, c'est une sorte de matrice, qu'on interpose par nos sens physiques à ce qu'on est en train de vivre, comme dans Ready Player One, c'est vraiment, pour moi, c'est la même chose, c'est cette interface 3D, mais que des fois, il y a des petits bugs, il y a des petites anomalies, et visiblement, Seth profite d'une de ces anomalies, un de ces canaux, pour pouvoir échanger avec Jen. Donc il a réussi à détourner quelque part le système global tel qu'il est installé pour pouvoir nous envoyer des informations. La phrase suivante, il explique que cette ouverture sert de chemin entre la personnalité de Robert et la mienne et rend la communication possible. Et on voit bien donc cette notion d'ouverture. Donc s'il parle d'ouverture, de canal, de fenêtre, il a utilisé 2 fois le mot d'ouverture, multidimensionnel, une distorsion psychologique. Donc c'est au niveau du fonctionnement de la psyché, moi de ce que je comprends de Robert en particulier, elle a un fonctionnement particulier dans ce qui est lié à son mental, à son fonctionnement au niveau de son fonctionnement du cerveau, du mental, de la psychologie, qui autorise cette ouverture, cet échange. Si on parle d'ouverture, c'est bien qu'habituellement c'est fermé. Il y a quelque chose qui reste isolé. Quand nous sommes en train de vivre notre histoire de personnalité, globalement, nous n'avons que très peu d'échanges avec une sorte de boîte noire qui détiendrait l'ensemble des informations de notre entité ou des autres entités qui partagent notre expérience. Tout ça, c'est juste pour revenir au fait que, en général, nous sommes plongés dans cette réalité physique et on pense qu'il n'y a rien d'autre. Et tout le fonctionnement de l'ego, de la psyché, entretient normalement ce phénomène-là. Et nos croyances maintiennent ce fonctionnement-là. C'est vraiment, tel que je le comprends, une volonté très forte. Ça, il y a quelque part une compréhension à un moment donné de se dire, il y a autre chose, il faut une volonté forte pour chercher autre chose, c'est-à-dire d'aller explorer chaque bug, chaque anomalie dans le fonctionnement tel qu'il est mis en place pour avoir accès à ce qui est derrière, pour avoir accès aux coulisses, pour avoir un angle de vue particulier. Voilà, donc il parle en tout cas de ces échanges qui rend la communication possible, en tout cas entre Jen et lui. Il parle de Robert, c'est le nom de l'entité, comme vous savez. Et il va définir un peu plus précisément, justement, en disant de telles distorsions psychologiques et psychiques. Donc, il martèle bien, voilà, c'est le fonctionnement. Donc, psychologique, c'est-à-dire donc, ça se rapporte à la psychologie. La psychologie, c'est la science qui étudie la psyché, le fonctionnement mental, les idées, les émotions,
ce qui se passe, je dirais, un petit peu d'imperceptible en nous. Et donc psychique, c'est ce qui se rapporte à la psyché. Donc il y a d'un côté des distorsions. Donc là, c'est un peu particulier son terme. Des distorsions au niveau de ce qui étudie la psyché et de la psyché elle-même. Donc ces distorsions existeraient à deux niveaux. Là, moi, tel quel, je vois pas forcément. J'ai l'impression que le terme psychologique est utilisé en abus, puisque voilà, c'est un terme qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais en fait, on se rend pas compte que ce qu'on définit comme étant psychologique, cet adjectif, se rapporte à la psychologie, qui est une science qui étudie la psyché. Donc pour moi, la distorsion dont parle le 7 serait plutôt au niveau psychique, simplement. Donc une distorsion au niveau du mental, au niveau du fonctionnement du mental. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une distorsion au niveau de l'étude du mental. Bon. Voilà, c'est juste une petite parenthèse par rapport à la... alors je suis pas revenu effectivement à la traduction anglaise pour vérifier, mais voilà, là en tout cas je pense qu'il faut garder en tête cette distorsion au niveau psychique. Et il continue en expliquant que cette distorsion existe entre différentes dimensions de l'existence. Il dit que ces distorsions ne sont pas rares. Voilà. Ce n'est pas rare de trouver ces distorsions particulières au niveau psychique. Donc chez plusieurs personnes. Ce qu'il précise par la suite, c'est que mais il est rare qu'elle soit reconnue, ces distorsions, ces petits décalages, ces bugs, et il est encore plus rare qu'elle soit utilisée. Les canaux, ils existent, mais donc c'est quand même finalement un phénomène assez rare de pouvoir les identifier. C'est une première étape, et on comprend qu'il faut effectivement des capacités particulières. D'ailleurs, Jen, je dirais quelques jours, enfin même jusqu'à ce qu'elle ait rencontré Seth, elle n'avait pas de conscience de ces canaux. J'hésitais un petit peu en disant voilà, peut-être quelques semaines, quelques mois, puisque elle avait eu comme une expérience avant de savoir que c'était Seth, c'est sa première expérience un petit peu particulière. Il me semble que j'en avais parlé au niveau de l'introduction du livre. Sa première expérience particulière, c'était tout d'un coup, elle était en train d'écrire un poème, si je me souviens bien, et que tout d'un coup, elle a eu un flot de pensées, comme si elle était projetée en dehors de son corps. Je crois qu'elle utilisait les termes de dire comme si un voile se déchirait et qu'elle voyait d'autres réalités derrière ce voile. Et tout d'un coup, sa tête était remplie de concepts complètement nouveaux. Et c'est à partir de ces concepts-là qu'elle a écrit, c'était pas son premier, c'était son deuxième livre, puisque le premier c'était un roman, sur la manière dont la réalité existe. Seth lui a expliqué plus tard que c'était sa première tentative pour entrer en communication avec elle. Et donc là, j'explique ça pour dire que elle l'a utilisé, ce canal, à cette époque-là, sans savoir finalement ce qu'elle faisait. Elle-même, elle l'a vécu comme quelque chose d'assez extraordinaire. Elle l'a pas compris sur le moment, son expérience. Donc Seth, de son côté, lui, il savait très bien ce qu'il faisait a priori. Il avait identifié ce canal particulier. Il a un lien particulier avec Jen, de toute manière, ce qui rend les communications possibles. Il a donc, première étape, identifié et su utiliser. Mais pendant assez longtemps, c'était un peu en sens unique. Jen, elle doit se mettre dans un état particulier, ce qu'on appelle la transe, donc un état modifié de conscience, pour pouvoir émettre, agrandir sa conscience en dehors
de la perception physique pour aller donc, ce dont je parlais tout à l'heure, là, dans cette dimension interface, jusqu'où 7 peut la rejoindre et ils échangent dans cet endroit. Donc il y a quand même effectivement voilà, quelque chose qui paraît étonnant, c'est-à-dire que des canaux existent, 7 dit que ce n'est pas rare, donc quelle quantité, quelle proportion, bon. Là moi je peux pas en dire plus, hein, bien entendu. Mais bon, si c'est pas rare, c'est que voilà, il y en a quand même malgré tout. Voilà, c'est quand même quelque chose. Alors, on va pas utiliser non plus le terme que c'est complètement courant, mais ce ne serait pas rare de rencontrer des personnes qui ont en tout cas une ouverture particulière. Ce qui est plus rare, c'est de pouvoir créer ce lien. Ce qui veut dire que si on développe, chacun de nous essaie de développer ses capacités, de se relier à son entité, de se relier à d'autres personnalités, d'aller écouter ses intuitions, ses rêves, tout ce qui est dans son moi interne, eh bien, on pourrait sans doute être assez nombreux, entre guillemets, hein, je sais pas de pourcentage, pardon, à donner, mais en tout cas, ce ne serait pas rare, en prenant les termes de 7, de trouver des personnes qui peuvent se connecter comme ça. Alors, je dirais, le channeling, alors Jen a été un peu la précurseur hein, dans les années 70 de ce qu'on appelle le channeling, hein, ce phénomène de guider des textes qui ne viennent pas de soi, même si c'est un phénomène qui date depuis longtemps. Hein, moi, si j'ai bien compris, il me semble que la Bible, par exemple, pour ne citer que ce texte-là, puisque je connais moins les autres textes, mais ou un petit peu aussi au niveau du yoga, le courant du yoga, ce qu'on appelle le Yoga Sutra, qui a 2000 ans, hein, qui datera à peu près de la même période, une centaine d'années avant Jésus-Christ en tout cas. Ce sont des textes que les personnes auraient reçus. Là, je parle de l'Ancien Testament, en tout cas pour le texte de la Bible. Hein. Je crois qu'on utilise ce terme-là, quoi. On les a reçus en rêve, en méditation. Voilà, les auteurs ne sont pas les personnes physiques qu'ils ont écrit. Ils considèrent qu'ils ont reçu des informations qui les dépassent. Ils n'auraient pas eu l'idée tout seuls. Donc ils se sentent un peu dépossédés. Ils ne se sentent pas auteurs de ce qu'ils ont écrit. Donc vous voyez ce phénomène, il existe depuis quelques milliers d'années, au moins 2000, peut-être plus. Mais il est quand même beaucoup plus développé, on en entend beaucoup parler en ce moment. Hein. Là je pense, voilà, il y a plusieurs personnes hein, qui sont comme ça sous l'état en état de transe, qui dictent des messages qui viennent d'autres personnalités. Hein. Je pense à Bachar par exemple. Mais enfin voilà, si vous cherchez channeling, il y a beaucoup de personnes hein, qui le font. Alors surtout maintenant avec Internet, c'est quand même facile d'avoir accès à des informations un peu du monde entier. Donc avec qui ces personnes se connectent? Est-ce que tous les messages sont intéressants? C'est là où moi je fais le choix, et voilà, avec ma compagne Baoui, on a fait le choix de présenter certains textes. 7 nous semble un texte vraiment à part. Il y en a quelques autres dont sans doute je parlerai plus tard ou dans d'autres lectures, d'autres vidéos. Mais en tout cas, voilà, il y en a 3-4 qui sont à notre avis, de ce que l'on comprend, vraiment plus dignes d'intérêt, enfin, qui ont une valeur au niveau expérimental, au niveau praticité, au niveau du contenu, au niveau de la présentation, au niveau de la rigueur, la manière dont c'est amené, présenté, des expériences qui sont proposées vraiment à part. Bon, donc libre à chacun de toute façon d'écouter. Hein, comme je dis avec Internet, maintenant on a quand même accès, c'est une vraie révolution si on s'en sert pas de manière passive, quoi. Si on sait un petit peu ce qu'on cherche, si on s'en sert en étant
oui, actif dans sa recherche et en étant vigilant dans ce qu'on peut percevoir. Il y a beaucoup de choses sur Internet, voilà. Euh, donc ça ira un petit peu dans le sens, là, en tout cas, de cette dernière phrase de Seth, qu'il y a quand même certaines personnes, quand on cherche comme ça à développer, alors oui, on peut parler peut-être de spiritualité, hein, cette recherche d'aller voir au-delà de ce qu'on perçoit de la réalité physique, hein, de se dire qu'il y a autre chose en tout cas, sans parler de religion en tant que telle. Oui, je pense qu'effectivement, voilà, c'est quand même assez courant, ou ça devient en tout cas assez possible d'avoir ces canaux ouverts, de les percevoir, de les utiliser. Et donc, ça paraît notamment sous cette forme de channeling, mais chacun de manière individuelle peut déjà, je pense, travailler à sa manière hein, au niveau de cette créativité individuelle. Donc là, on se rapproche vraiment de la fin de ce premier chapitre. Il y a une pause à cet endroit-là, donc Robert va commenter. Il explique effectivement donc une longue pause parmi beaucoup d'autres. Mais dans l'ensemble, le débit de Jane est plus rapide et plus assuré que pendant les 2 premières sessions sur le livre de Seth. Pour l'instant, elle aime beaucoup ce que Seth fait de son livre. Bon, moi, ce que je comprends de ce commentaire, c'est qu'effectivement, on arrive à un peu un moment où Jane se laisse faire, autorise Seth finalement à écrire son livre. Hein. Elle le disait au niveau de l'introduction. Seth l'a dit au tout début. Hein, là, je vous renvoie à la séance, à la deuxième séance que j'ai faite, qui correspondait au début du livre, les mots de Seth, où il disait qu'effectivement, elle avait le trac. Elle y croyait pas. Honnêtement, la manière dont c'est présenté, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle ne pensait pas Seth capable d'écrire un livre comme un humain écrirait un livre, de se mettre à la portée d'un lecteur humain. Elle expliquait que écrire un livre, on utilise des mots particuliers, des tournures de phrases particulières. Elle y croyait pas beaucoup au début. Parce qu'elle est elle-même écrivaine, hein. Elle me disait que je vois tout à fait le travail que ça représente. Elle était obligée de faire plusieurs versions, d'y revenir, de remâcher ses propres mots. Et là, Seth, en une seule fois, il dicte, il revient extrêmement rarement sur les mots qu'il a utilisés, les concepts. Il avance, il dicte simplement. Donc je pense qu'au début, elle bloquait un petit peu, et c'est peut-être ce qui explique le fait que Robert, son mari, là, voilà, il sentait qu'au début, elle était un petit peu hésitante au niveau du débit. Et puis là, c'est la 3e fois. C'est pas pour rien qu'il précise que pour l'instant, elle aime bien ce que ça te fait. Donc elle a lu hein, ses premières séances, après coup. Elle voit la manière dont il présente les textes, dont c'est amené. Elle est rassurée, donc les séances se passent un petit peu mieux. Elle se laisse faire, voilà, comme je disais. Donc fin du commentaire de Robert. Et puis Seth continue, donc pour clôturer ce chapitre. Je vais tenter de vous donner une idée de mon existence non physique. Hein, donc c'est ce qui va faire effectivement l'objet du second chapitre. Il explique en quoi consiste son existence, hein, qu'est-ce qu'il fait, son environnement, comment ça se passe. Et il continue à commenter en disant « J'espère que cela vous aidera à vous souvenir que votre propre identité fondamentale est aussi peu physique que la mienne. » Le mot d'identité fondamentale, je reviens sur le terme que Seth a défini à la séance précédente. Hein. Quand je dis séance, c'est ce que je fais, une séance de guidage de lecture. Les sessions, ça reste les sessions de Jane et Seth, hein, avec leur propre timing. Donc moi, je me déconnecte complètement des sessions. Je lis dans l'ordre, je m'arrête quand c'est le temps que je me suis imparti. Donc dans la séance précédente, Seth avait expliqué et défini le mot de entité, hein, en disant que c'était cette
identité, donc je sais plus le mot qui l'associait, identité globale, voilà, ou entité. Hein, donc notre grand moi, la partie de nous qui a accès à toutes nos personnalités, à toutes nos histoires. Hein, on parle bien de ça. Et donc là, il redit que bah, votre identité fondamentale, elle est aussi peu physique que ce que je suis en train de vivre. Hein, donc, et c'est pour ça, hein, ce premier chapitre, je rappelle son titre, hein, je n'ai pas de corps physique et pourtant je suis en train d'écrire ce livre. Donc c'est sous forme de boutade bien entendu, l'humour propre à Seth. Il enfonce tout de suite les portes. Voilà, ce premier chapitre pose les bases de tout ce qui n'est pas physique. Et plusieurs fois, il nous invite à nous dire, mais il y a une grande partie en vous qui n'est pas physique. Vous pouvez avoir accès à d'autres informations. Et voilà, donc là, il le rappelle, toute fin de ce premier chapitre. D'ailleurs, la phrase suivante, c'est tout simplement, c'est la fin du premier chapitre. Ce à quoi répond Robert en disant « D'accord ». J'enchaîne donc avec le chapitre 2 qui s'intitule « Mon environnement, mes activités et mon travail actuel ». Actuel au pluriel, hein, c'est les trois. Donc environnement, activité et travail actuel. Commentaire de Robert au début, il est 22h16. Jen fait une pause et se frotte les yeux. Et puis elle reprend, donc Seth commence en disant « Nous allons commencer le chapitre 2. Mon environnement est très différent. » Robert note que c'est dit avec humour, de celui de mes lecteurs. Un tiret, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ferme le tiret et continue. Et je peux cependant vous assurer qu'il est tout aussi varié, brillant, vital. Alors, il faut remettre effectivement un petit peu les choses dans l'image hein, qu'on peut en avoir. Nous, la manière dont on peut le percevoir de manière générale, on va utiliser le terme de esprit, hein, les mots courants qu'on utilise. Hein. Au début, il avait dit, je n'aime pas le mot fantôme, mais je suis un écrivain fantôme, puisque vous ne me voyez pas. Et puis, il avait dit aussi, voilà, ce mot d'esprit, il dit, j'aime pas tellement non plus le mot esprit, mais si ça correspond à une intelligence, hein, une psyché qui est capable de parler, de s'exprimer proprement, enfin de sa propre manière en tout cas, mais qu'on ne perçoit pas, qui n'est pas physiquement présente, alors oui, effectivement, je suis obligé de reconnaître que cette définition me convient bien. Bon. De manière générale, je dirais dans la culture européenne, hein, c'est pour ça que je remets les éléments dans que l'on connaît dans le contexte culturel. Hein. Jen parle pour une entité, une personnalité qui n'est pas présente. La meilleure image, ou la première image, il me semble, qu'on peut avoir, c'est dire « Ah, c'est donc une personnalité, une personne qui est morte. Il reste son esprit, son âme. Hein, c'est des mots aussi voilà, qu'on peut utiliser spontanément. Encore une fois, en fonction du vocabulaire qu'on utilise, de sa croyance, peut-être de sa religion, de la manière dont on fonctionne, dont on voit le monde. En tout cas, c'est rattaché à quelque chose d'invisible. Donc ça nous renvoie assez vite à cette image du monde des morts, de l'autre côté, de l'au-delà. On a plein de mots pour parler de ça. L'autre rive, bon, la partie invisible, le ciel, etc. Bon. Là, il me semble que c'est la raison pour laquelle Seth insiste beaucoup. Donc, effectivement, il dit tout de suite, oui,
mon environnement, il est extrêmement différent de ce que vous pouvez percevoir, voir, vivre tous les jours. Mais attention, ce n'est pas, alors voilà, une image qu'on peut avoir, ça peut être l'enfer, donc c'est pas un monde tout noir, triste, glauque, avec de la brume, bon, non, c'est pas ça. Est-ce que ça peut être le paradis? Bon, pourquoi pas. Des petits nuages, le soleil, des petits anges qui volent partout, des âmes, des esprits, voilà, lumineux, bon. Ou alors, voilà, selon sa croyance, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on va quand on part d'ici? À quoi on a accès? Bon, en tout cas, je pense que Seth veut tout de suite casser des clichés et distinguer la première impression qu'on peut avoir de ce monde au-delà du visible, quel qu'il soit, en précisant tout de suite, voilà, je peux vous assurer, donc il a envie d'être précis, de nous, j'allais dire convaincre, mais c'est pas ça, de nous expliquer, de définir. Alors effectivement, oui, convaincre dans le sens où lui, c'est quelque chose qu'il perçoit, donc il essaie de nous expliquer avec ses mots à lui, de manière la plus précise pour nous, ce qu'il a envie de nous exprimer. Bon. Il veut vraiment nous définir le fait que son univers, hein, donc c'est les trois mots qu'il utilise, varié, brillant, vital. De mon point de vue, ce ne seraient pas les premiers mots que j'aurais mis sur le monde de l'au-delà. C'est pour ça que d'une part j'hésite un peu et j'insiste sur cette première phrase. Et c'est pour ça, je pense que Seth en parle dès le début. Donc lui, tout de suite, il veut dire, attendez, non. Je suis dans un environnement extrêmement différent, c'est sûr, mais il est très vivant, hein, vital. Ce n'est pas parce qu'on est en dehors de votre perception à vous, vous vous considérez comme le monde des vivants, que notre monde à nous, notre univers, notre espace, est mort. Ce n'est pas là où vont forcément toutes les personnes qui meurent. Enfin, c'est comme ça que je le comprends s'il insiste dessus. Quelque chose de varié, de brillant. Il dépeint tout de suite un univers, alors, en insistant sur le fait qu'il est différent du nôtre, mais il peut y ressembler. Ça peut être les adjectifs que nous, on va utiliser. Varié, hein, très varié, pourquoi pas, brillant. En tout cas, la journée, oui, on peut dire que nous, le monde est quand même plutôt brillant. Vital, hein, avec tout ce qui bouge autour de nous, tout ce qui est vivant, même si on inclut les plantes, les animaux, les humains, tout ça qui bouge. Donc voilà, je pense que c'est la raison en tout cas de cette première phrase qui insiste tout de suite. La seconde phrase, il va préciser, il est beaucoup plus plaisant. Donc il parle toujours de son environnement. Entre parenthèses, même si mon idée du plaisir s'est modifiée depuis que je ne suis plus un être physique, fermez la parenthèse. Donc, voilà, il utilise le mot de plaisant. Parce que beaucoup plus gratifiant. Et aussi parce qu'il offre beaucoup plus de possibilités d'accomplissement créatif. Donc selon lui, il a déjà expliqué qu'il a vécu plusieurs vies physiques en tant que personne humaine. Là pour le moment, il n'est plus dans ce monde physique. Et donc il peut se permettre de comparer. Et dans cette comparaison, il dit, pour le moment, l'environnement dans lequel je suis, le monde qui m'entoure à l'heure actuelle, m'apporte beaucoup plus de plaisir. Donc voilà, c'est sans doute ce qu'il voulait dire par cette notion de varié, brillant, vital, tout en disant que le plaisir, hein, cette notion de plaisir, bon,
de toute façon, elle est absolument subjective, hein, chacun trouve son plaisir et un degré de plaisir différent dans chaque chose, chaque action, chaque pensée que l'on peut vivre. Donc c'est extrêmement compliqué de pouvoir comparer, bien sûr. Lui, voilà, il dit juste à son niveau. Effectivement, la notion de plaisir a évolué, et en même temps, avec ces deux visions, parce qu'il a quitté le monde physique, donc il sait très bien la définition qu'il donnait au plaisir quand il était dans le monde physique. Il voit aussi la définition qu'il en donne maintenant, qu'il n'est plus dans le monde physique, et il continue à dire, eh bien, c'est quand même beaucoup plus plaisant. Voilà, ce que je suis en train de vivre maintenant que avant dans cet univers physique. Alors, il va expliquer, on va dire, deux adjectifs assez particuliers. Donc, il dit que c'est plus plaisant parce que c'est gratifiant et parce que c'est plus, alors il parle de possibilité d'accomplissement créatif, hein, cette notion de créativité. Ça me rappelle la définition qu'il avait donnée de toute conscience. Hein. Il disait que la conscience cherchait en permanence à développer ses sensations et sa créativité. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est gratifiant au niveau des possibilités. Moi, ce que je comprends, c'est de l'expérience, en tout cas, qu'il peut avoir. Et que sa manière de s'exprimer, hein, le côté créatif, a beaucoup plus de possibilités dans ce monde non physique. Donc pour lui, il dit oui, effectivement, en fait, ça correspondrait, encore une fois là c'est très personnel, c'est mon interprétation, au fait que en tant que conscience, 7 peut s'exprimer beaucoup mieux. Il peut avoir plus de sensations variées, parce que non physique, ça permet donc une plus grande variété et une plus grande expression de cette créativité. Il a plus de capacités. Il n'est pas juste limité à, je sais pas, on peut faire des sons avec un instrument de musique, faire un dessin avec de la peinture ou des crayons. Il a libre cours d'exprimer sa créativité sous des formes beaucoup plus nombreuses et subtiles. Il explique à un moment donné d'ailleurs que les couleurs sont reliées à des sons et les sons sont reliés à des couleurs et que certaines personnes d'ailleurs, quand elles entendent un son particulier, elles voient des couleurs. Ou quand elles voient une couleur intense, particulière, ça leur fait venir un son dans la tête. Et je pense que c'est dans ce côté-là qu'il faut comprendre cette notion de plus grande créativité possible. C'est que le côté créatif est moins lié à un sens physique. Parce que nous, on n'en a que 5, alors que les sens internes, visiblement, c'est beaucoup plus riche, plus varié, et ça correspond les uns aux autres. Donc, les œuvres d'art qui seraient dans ce monde non physique peuvent faire résonner plusieurs sens en même temps. Et ce serait là, de ce que j'en comprends, la richesse de ce dont parle 7. Donc en tout cas, voilà, ce début de chapitre, second chapitre, là je viens de lire le premier paragraphe, il définit très clairement ce qu'il pense de son environnement, avec plusieurs adjectifs que je vais vous rappeler: varié, brillant, vital. Il a dit qu'il était beaucoup plus plaisant, qu'il est gratifiant et qu'il permet beaucoup plus de possibilités d'accomplissement créatif. C'est donc dans cet environnement-là que 7 est tous les jours et qu'il va donc pouvoir s'exprimer. Donc ça, c'est voilà, effectivement, comme il disait au début, très différent sans doute de ce qu'on connaît, plus riche dans la variété, les possibilités de ces expressions et de la réalisation, hein, cette forme que va prendre la réalité.
Je vais faire une pause à cet endroit-là. Voilà, ça fait à peu près 1 heure qu'on a commencé ce guidage de lecture. Je vous retrouve donc juste après la pause.